Oui, OK, super. Bon, avant de commencer, je vous donne, du boulot pour les vacances, mais vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. C'est juste que je me dis qu'avec les vacances, vu qu'on n'a pas pu le faire en classe, vous aurez peut-être le temps de vous organiser pour, en discuter entre vous. Je vais vous donner à travailler ce qu'on appelle les dilemmes moraux. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, généralement, on a une intuition de ce qui est bien ou mal de faire. Il y a une espèce de jugement intuitif, on sait que c'est pas bien de faire du mal à quelqu'un qui nous fait confiance ou que c'est pas bien de torturer un animal. Ce qu'on appelle les dilemmes moraux, c'est des situations dans laquelle, bah, la bonne chose à faire, ce qu'il est juste de faire, va pas du tout de soi. Ce sont des situations, des cas limites qui, nous poussent, si vous voulez, à interroger, nos convictions, nos certitudes morales, de tester nos certitudes morales, d'en tester la validité. Donc, je vais vous donner des expériences de pensée. Il y en a un qui est issu de cas réels, je le préciserai au moment, où il faudra le faire. L'idée, c'est que vous essayez de voir comment formuler les fondements d'une bonne morale. Il n'y a pas, de bonne réponse, hein. Simplement, il faut que vous argumentiez vos réponses. Donc l'idée, c'est de chercher à savoir, hein, qu'est-ce qui fonde la moralité d'un acte? Sur quel principe est-ce qu'on peut s'appuyer pour dire qu'un acte est bon ou mauvais? Et par principe, hein, on entend par principe une norme universelle, c'est-à-dire, bah, telle chose, telle action est la bonne à faire en vertu de tel principe. D'accord? Sur chaque dilemme, je vous demanderai de faire, 2 questions. La première, bah, qu'est-ce qui est juste de faire dans cette situation? Et pourquoi est-ce que c'est la bonne chose à faire? J'insiste sur un point, les dilemmes moraux, il y a pas de solution évidente. N'essayez pas de contourner en essayant de trouver une troisième possibilité, une troisième voie, respectez vraiment les consignes de l'énoncé, c'est fait pour être contraignant. Donc je vous en ai préparé 7. Alors, première situation, quelle est la bonne chose à faire et pourquoi c'est la bonne chose à faire? Oui, merci Clémentine. Donc on y va, situation 1. Vous êtes conducteur, d'un tramway. Bah, à la rentrée, on essaiera de mettre en commun et d'en discuter un peu, même si je sais que c'est pas évident. Et je me dis que peut-être pendant les vacances, vous aurez l'occasion de vous appeler, d'en discuter entre vous, parce que ce qui est intéressant, c'est de se confronter aux autres, quoi. C'est pour ça que généralement je le fais en classe, mais vu la situation, bah, je peux pas le faire en classe, donc vous allez le faire chez vous. Et tout en sachant, hein, vous modifiez pas l'énoncé et il y a pas c'est bon?
OK. Donc, 1re situation, vous êtes conducteur de tramway. Vous êtes conducteur de tramway, c'est le soir. Vous êtes sur le point d'aller rentrer le tramway pour la nuit et vous vous apercevez qu'il y a 4 ouvriers sur les rails. Le bruit des outils fait qu'ils ne peuvent pas vous entendre arriver. Et vos freins sont cassés, donc vous ne pouvez pas freiner avant l'impact. Ah pardon, donc je reprends. Vous êtes conducteur de tramway et vous êtes sur le point d'aller ranger, votre tramway dans l'aire de remisage. Ben voilà, très bien Clémentine, très bien Clara. Donc on peut pas freiner avant l'impact. La seule solution, c'est de prendre une voie secondaire. Malheureusement, il y a également un ouvrier sur cette voie. Donc 2 options, soit vous restez sur la voie où vous êtes et vous tuez les 4 ouvriers, soit vous prenez la voie secondaire et vous n'en tuez qu'un. Heu, Même situation, sauf que sur la voie secondaire, c'est un de vos proches, une personne à laquelle vous tenez, votre mère, votre petit copain, votre petite copine, peu importe. Non, c'est la même. C'est situation un A, un B si tu préfères. Situation 2. Cette fois, vous êtes un urgentiste. Il y a eu un grave accident de voiture.
4 personnes arrivent aux urgences avec un besoin vital d'une greffe d'organes. Au même moment, il y a un patient sain qui est aux urgences, sur le point de quitter l'hôpital. Il va rejoindre sa famille. Donc là, de 2 choses l'une, soit vous tuez le patient sain pour récupérer les organes et vous savez que vous sauverez les 4 personnes, soit vous laissez le patient sain quitter les urgences, mais vous savez que les 4 personnes vont décéder. Oui, je vais ralentir. Oui, on est sûr que les 4 personnes vont survivre si on fait la greffe. Bah, Yanis, on les connaît pas. On sait pas? Tu es médecin, tu sais pas qui c'est, tu vois juste 4 personnes qui arrivent aux urgences et tu as un patient sain sous la main, avec qui tu pourrais prendre les organes nécessaires et tu sais que si tu le fais, les 4 vont survivre, que si tu ne le fais pas, les 4 vont mourir. Ah si, si, soit tu fais la greffe, ils survivent, soit tu fais pas la greffe. Ben non Lydie, parce que là, c'est une question morale, hein. En revanche, vous pouvez, argumenter que vous êtes médecin. Non, vous êtes déjà en train de contourner le truc. Ah, on lui demande pas son avis. Juste pour cette, situation-là, quelle différence vous faites avec la situation précédente? Oui, non, mais c'est pas dans tous les cas, tu rates pas l'opération si tu prends la décision de prendre les organes du patient sain, tu sais que la greffe va réussir. C'est une expérience de pensée, hein.
Bon, je passe à la situation 3. Allez, situation 3. Cette fois, vous êtes membre de la DGSE. La DGSE, c'est la Direction générale de la sécurité extérieure, c'est les services de renseignement. Vous mettez la main sur un terroriste que vous suspectez très fortement d'avoir placé un engin explosif dans le centre d'une grande ville. Voire même, radicalisons, vous savez, il y a des preuves de sa culpabilité. Vous savez que la bombe doit exploser dans la journée et si vous vouliez retracer le lieu de l'explosion, par des moyens, traditionnels, il faudrait des jours et des jours pour, retrouver l'endroit. Vous savez que si vous prenez la décision de le torturer, il est très probable que vous puissiez empêcher l'attentat et que vous sauviez des milliers de personnes. Ou alors, vous renoncez à la torture et vous essayez de trouver d'autres moyens, mais il est fort probable que des milliers de personnes soient condamnées. Ouais, ça va vite, hein. Situation 4. Oh, parce que celle-là, c'est pareil, je la décline en 2 versions. Donc, situation 4A, même situation que la précédente, sauf que vous ne pouvez pas faire pression physiquement sur le terroriste.
En revanche, vous détenez sa fillette. Elle est petite, hein. On parle bien de fillette, 8-10 ans et vous savez que si vous torturez la petite fille, on il cédera et il donnera des informations. Ah non, tu peux pas. C'est pas précisé, Clara. Enfin, torturer généralement, c'est pas très sympa et j'insiste, en situation 3 ou situation 4, c'est vous qui torturez, hein. Et situation 4B, donc la même chose, sauf que vous savez qu'il y a de fortes probabilités pour que la bombe soit, située, puisse toucher un de vos proches. Si, si, vous avez la fillette, mais est-ce que du coup, s'il y a un de vos proches, vous torturez la fillette ou pas? C'est pas précisé. Bon, situation 5 pour le coup, c'est, une situation qui s'est vraiment produite. Je sais qu'il y a eu un film qui a été fait dessus. Ceux qui ont vu le film, s'il vous plaît, ne dites pas aux autres comment ça se déroule, c'est important que ceux qui savent pas puissent le faire en aveugle. Même si après, quand on remettra en commun, je vous dirai ce qui s'est effectivement passé. Donc c'était en juin 2005. Un détachement des forces spéciales américaines est envoyé, secrètement en Afghanistan pour une mission de reconnaissance.
Attends Thomas, je comprends pas ta question. Si tu lui coupes un doigt, elle va bien résister à la torture. Mission de reconnaissance, ils doivent localiser un chef taliban qui est étroitement lié à Oussama Ben Laden. D'après le service de renseignement, il est dans un petit village de montagne avec 140 à 150 combattants lourdement armés pour le protéger. Donc ils prennent position, derrière une crête pour surveiller le village et localiser leurs cibles. Et peu de temps après, passe un troupeau de chèvres avec 3 bergers, dont un enfant, et ils les aperçoivent. Enfin, ils les aperçoivent, c'est-à-dire que les bergers, voient les militaires américains. Ce sont des civils et je rappelle qu'en temps de guerre, logiquement, on ne s'attaque pas aux civils et ils sont pas armés. Donc de 2 choses l'une, soit ils laissent les bergers sains et saufs poursuivre leur route. C'est possible, mais c'est pas certain qu'ils aillent, prévenir de leur présence le village. Donc possiblement, c'est risqué de mettre en danger tout le détachement et la mission. Et s'ils veulent être certains que, les bergers ne préviendront pas l'ennemi, alors il y a pas d'autre choix que de les abattre. Ils n'ont pas de corde sur eux, donc c'est pas possible de les neutraliser simplement le temps de l'opération. Je cherche si j'ai l'info, mais c'est un petit commando, hein. Je regarde si je trouve l'information. Je regarde.
Ils sont 4 visiblement d'après ce que me dit Wikipédia. Non, on peut pas. Donc soit vous les tuez et vous êtes certain qu'ils préviendront pas l'ennemi, soit, bah, vous restez en situation d'incertitude. C'est possible si vous les laissez partir qu'ils aillent prévenir les talibans ou qu'ils poursuivent leur route. Beh, non. Beh, je veux dire ils sont que 4 pour faire leur mission de reconnaissance, ils ont pas le choix, hein. Soit ils les tuent et ils sont certains que du coup ils préviendront pas l'ennemi, soit, bah, ma foi, ils savent pas ce qui va se passer. Ah! Mais c'est pas vrai! Je vous avais dit de pas spoiler, punaise! Bah, faites comme si vous n'aviez pas cette information. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Essayez en votre âme et conscience, de vous poser la question: «Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place?» Sans savoir. Bon, les 2 dernières situations sont un peu plus légères. Situation 6. Situation 6, vous êtes amis, hein, et j'insiste amis avec un couple depuis de nombreuses années et vous êtes très liés aux 2 membres du couple. 7. Je veux dire que par là que vous êtes pas plus amis avec le mari ou avec la femme. Bon, ils sont heureux, ils sont épanouis, tout va bien, sauf que vous apprenez un jour que l'un des 2 trompe son partenaire. 'L'autre commence à douter et vous pose des questions. Non.
Si vous dites la vérité, vous savez que vous ruinerez leur relation et leur équilibre. Si vous mentez, vous savez que les choses vont rentrer dans l'ordre et que votre couple d'amis, poursuivra une vie épanouie. Ben, un équilibre, une stabilité, relationnelle. C'est à vous de voir. C'est pas précisé, puis c'est peut-être une femme qui trompe sa femme ou un homme qui trompe son homme. Par contre, là aussi, vous restez bien dans les clous, hein, vous me sortez pas des trucs, «D'abord je vais voir celui qui trompe et puis je lui dis d'avouer, sinon je dis tout» ou ce genre de choses. Et enfin, dernière situation, vous avez un ami, là aussi j'insiste, un ami, pas un copain du lycée, un ami, qui vous montre une cachette dans laquelle il a mis en sécurité une importante somme d'argent. Oui, non mais on s'en fiche, je veux dire, c'est un couple et vous êtes amis avec les 2, c'est ça qui est important. Il vous dit également qu'à sa mort, il veut que cet argent soit reversé intégralement à son neveu. Mais son neveu, il ignore toute cette somme. Et vous lui faites la promesse d'exaucer ce dernier vœu. Votre ami décède et vous êtes le seul à avoir connaissance de l'existence de ce trésor. Personne d'autre n'est au courant, il y avait que vous et votre ami est mort, donc il y a plus que vous qui savez que ce trésor existe. Le problème, c'est qu'à cette époque, vous êtes en grande difficulté financière et vous avez vraiment besoin de cet argent. Inversement, le neveu vit très confortablement et il n'a pas besoin d'un tel héritage.
Donc est-ce que vous gardez l'argent ou est-ce que vous rendez l'argent? Pourquoi? Non, on peut pas diviser et vous avez pas le droit non plus de me dire, «Je le garde pour moi, je monte une boîte et je lui rends après», hein. Les 2 questions principales, c'est qu'est-ce qui est la bonne chose à faire? Qu'est-ce qui est juste de faire dans cette situation? Et pourquoi est-ce que c'est la bonne chose à faire? Si, si, moralement, on verra, mais ça peut se justifier de garder l'argent. Je n'ai pas les réponses à ces questions. Mais encore une fois, il y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Par contre, c'est vrai, j'insiste, hein, vous êtes en grande difficulté financière. C'est pas simplement, vous avez un salaire de prof, hein. Et une fois que vous avez fait ça, vous me faites un petit bilan, 3 questions rapides. Première question, est-ce que vous pensez que vos réponses aux différents cas sont cohérents ou est-ce que vous trouvez qu'elles se contredisent?
Et encore une fois, c'est pas un jugement, hein, il y a si ça se contredit, hein. Les situations sont quand même des cas limites et assez extrêmes. Donc deuxième question, si elles se contredit si elles se contredisent, pardon, quel principe moral devrait l'emporter et pourquoi? Et dernière question, quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées dans l'évaluation de ces situations? Qu'est-ce qui vous a posé problème? Oui, merci beaucoup Clara. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que ça doit être possible, mais j'essaierai du coup de mettre en ligne, pendant les vacances une page web où on pourrait mettre des sondages pour avoir un peu, les chiffres et je mettrai le lien, sur le Discord. Eh ben, Gabriel, si tu sais faire ça, est-ce que tu pourrais le faire éventuellement? Bah, tu pas pris de notes? Eh ben, sinon, tu sais quoi? Au pire, c'est au-dessus, puis sinon, je peux t'envoyer un mail, tu m'envoies ton adresse par message privé. Moi, du coup, c'est 55, donc je vais pas reprendre la lettre MNC. On fera ça à la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances et puis encore une fois, hein, n'oubliez pas, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, il y a simplement des choix. Merci et puis lavez-vous les mains. Ah oui et puis il faudra voir, hein, essayez de vous concerter entre vous quand est-ce qu'on pourrait décaler l'heure du mardi parce que monsieur, Rollin, je crois, en a besoin pour faire un cours d'allemand.
Non, celle du mardi de ah oui, on peut mettre le oui, oui, d'accord, je comprends.